Et voici la réédition de Mexica, un excellent jeu de placement et de majorité pour 2 à 4 joueurs à partir de 10-12 ans. C'est un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kissling, édité chez Super Meeple. Au niveau du matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu représentant l'emplacement où nous allons construire la ville aztèque de Tenochtitlan, qui est l'ancienne ville sur laquelle Mexico a été bâtie. Nous avons ensuite 4 aides de jeu cartonnées, chaque joueur va pouvoir en recevoir une et la disposer devant lui, et il va aussi récupérer un ensemble de pièces à sa couleur. Il y a effectivement des temples qui sont en résine, très lourdes et très bien faits, comme ça ils sont brossés à sec, en plus pour donner une illusion de relief très sympathique. Et voilà, c'est pour ça que le jeu est très lourd, car c'est en résine imitation pierre, donc c'est vraiment très sympathique à manipuler. Nous avons aussi un petit personnage comme ceci, ainsi qu'un petit cube, que l'on placera sur la case 0 du circuit qui se trouve autour du plateau de jeu et qui représente le prestige que les joueurs vont gagner au fur et à mesure du jeu. Nous avons ensuite des jolis petits ponts en bois, comme ceci, qui seront disposés à côté du plateau, ainsi qu'à la disposition des joueurs, un ensemble de tuiles haut en une case et en double case. Attention, sur certaines il y a des petites illustrations comme ceci de bateaux, mais ça n'a aucune importance, je vous le dis tout de suite, pour le jeu. Ensuite, nous avons un ensemble de jetons octogonaux qui sont des jetons calpuli. On va bien les mélanger tous face cachée avant d'en tirer 8 au hasard qu'on va placer sur ces emplacements du plateau de jeu en les mettant, pour une meilleure lisibilité, du plus petit chiffre au plus grand chiffre, comme ceci. Et enfin, il nous reste des jetons comme ceci qui sont des jetons d'action et qui présentent différents types de personnages bien illustrés, mais ça n'a aucune importance, ce sont tous des jetons d'action qu'on va pouvoir disposer aussi à côté du plateau de jeu à disposition des joueurs. Enfin, chaque joueur va se faire sa réserve de pyramide initiale. Au dos de chacune des aides de jeu, il y a indiqué lors de l'âge 1 combien de pyramides chaque joueur devra prendre de chacun des types. On va placer ces pyramides devant soi, ensuite on peut retourner sa petite aide de jeu et la placer à côté, et les autres pyramides qui n'arriveront qu'à l'âge 2 seront disposées à côté du plateau de jeu. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes tous des nobles qui allons tenter de construire la cité aztèque de Tenochtitlan sur l'île qui se trouve à cet endroit-là. Nous sommes tous des Mexicas qui allons donc essayer de faire des canaux qui vont partager cette île petit à petit et y construire des temples pour tenter d'avoir des majorités sur les différents territoires qui seront construits par nous-mêmes au fur et à mesure du jeu. En fin de partie, le joueur qui aura obtenu le plus de points de prestige sur le pourtour du plateau de jeu l'emportera. Alors, pour débuter la partie, nous allons tous placer notre Pili Mexica, c'est ce petit personnage, sur le temple qui se trouve au centre du jeu et qui est déjà dessiné dessus. Donc le joueur le plus âgé sera le premier à commencer, et il va choisir une des 4 cases de départ qui se trouvent ici, sur les marches du temple, pour débuter la partie. Donc par exemple, je décide de me mettre là. On passe au deuxième joueur dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table, qui choisit lui aussi son emplacement, le troisième et le quatrième, évidemment, si on joue à 4. Alors attention, si vous jouez seulement à 2 joueurs, il y a quelques petits aménagements de règles que nous verrons en fin de vidéo. Alors, pour le déroulement, eh bien, le jeu va se jouer en 2 périodes. Lors de la première période, les joueurs vont placer les temples qu'ils ont à leur disposition et ils vont construire des quartiers en plaçant des tuiles d'eau sur les petits carrés qui sont dessinés ici, et ça va constituer des îlots, si on veut, qui seront appelés quartiers. Il faudra que ces quartiers correspondent aux jetons qui ont été posés ici. Au fur et à mesure de cette période, donc, les joueurs vont placer des temples, et cette première période prendra fin lorsqu'un joueur aura joué tous ses temples, ou bien lorsqu'on aura utilisé tous les jetons Capuli qui sont ici. Il y aura alors un premier décompte, et puis on entamera la deuxième manche en rajoutant les jetons supplémentaires ici, en récupérant tous les temples de la deuxième période, et les joueurs joueront ainsi jusqu'à la fin du jeu, quand un joueur aura placé tous ses temples, ou bien que tous les jetons Capuli auront été utilisés.
Alors, un premier moyen pour marquer des points de prestige sera de parvenir à réaliser des quartiers qui correspondent aux chiffres marqués en jaune en nombre de cases. Et pour réaliser des quartiers, les joueurs vont poser des tuiles d'eau sur les cases représentées en jaune du plateau de jeu. Par exemple, si un joueur parvient à faire ceci, toc, voilà, on peut poser en fait sur 2 cases n'importe où, ça va faire bien un emplacement avec 3 carrés visibles, et ces 3 carrés visibles vont correspondre à un emplacement de quartier, et on pourra utiliser ce jeton pour le placer sur ce quartier et marquer des points de victoire, nous verrons comment. On commence donc par notre joueur le plus âgé qui va pouvoir réaliser son tour avant que ça passe au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles de montre et ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à une condition de fin de la première période. Alors le principe est assez simple, lorsque c'est à un joueur de jouer, eh bien il a un certain nombre de points d'action à dépenser, c'est toujours 6 points d'action à dépenser par tour. Et grâce à ces points d'action, le joueur va pouvoir réaliser les actions de son choix qui coûtent plus ou moins de points d'action lorsqu'il les réalise. Alors pour parvenir à fonder un quartier, il va donc falloir poser des tuiles d'eau, mais en plus de ça, il y a une autre condition, il faudra que notre jeton de Pili Mexica se trouve sur le quartier correspondant pour pouvoir le fonder, et ainsi prendre le jeton correspondant. Pour fonder un quartier, celui-ci devra être obligatoirement entièrement cerclé d'eau. Effectivement, le temple de départ qui est ici ne peut pas servir comme base d'un quartier. Donc par exemple, si je place des tuiles comme ceci, eh bien ceci ne sera pas considéré comme étant un quartier à 2. Il va falloir donc faire de l'eau tout autour du quartier pour qu'il soit considéré comme étant un quartier avec le temple à l'intérieur. Alors, lors du tour d'un joueur avec ces 6 actions, qu'est-ce que peut faire un joueur? Eh bien déjà, il peut déplacer son pili. Pour le déplacer de case en case, eh bien c'est assez simple, chaque case avancée va coûter 1 point d'action. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pourrais par exemple décider de me déplacer de 6 cases seulement pendant mon tour, puisque je n'ai que 6 points à dépenser. Vous comprenez donc que se déplacer sur le plateau sur les endroits stratégiques pour fabriquer plus facilement des quartiers est difficile en se déplaçant case par case. C'est pourquoi un joueur peut aussi décider de déplacer son pili n'importe où sur le plateau de jeu, et à ce moment-là, ça va par contre lui coûter 5 points d'action. Donc là, notre premier joueur pourrait dire, moi j'ai envie de me placer ici, car j'ai bien envie de construire un quartier à cet endroit-là qui me paraît assez stratégique. Il ne me reste plus qu'un seul point d'action à utiliser. Et avec mon point restant, je pourrais par exemple décider de construire un canal. Ça coûte 1 point d'action de placer un canal soit de forme 2, soit de forme 1, ça ne change rien, c'est le même prix pour les deux, donc autant placer des 2 au départ, les 1 servent dans certains cas, nous le verrons plus tard, et je peux placer ce pion n'importe où, pas besoin que ça soit à côté de mon pili, ça peut être à n'importe quel endroit du plateau de jeu. Imaginons que j'ai calculé, et que j'ai envie de me construire le gros quartier à 13, je pourrais dire par exemple, je vais commencer comme ça après il ne me restera plus qu'à finir. On passe alors au tour du joueur suivant, mais attention, les canaux peuvent servir à tout le monde, donc commencer à construire alors qu'on ne finalise pas un quartier, eh bien c'est toujours dangereux. Par exemple, le joueur rouge pourrait dire, moi je vais utiliser 5 points pour venir me placer ici, et je vais aussi placer un canal à cet endroit-là. On peut mettre les canaux n'importe où, et donc là, ça fait quand même un premier territoire, un premier quartier, mais en comptant le nombre de cases, je m'aperçois, en tant que joueur rouge, que je me suis trompé, car il n'y a que 14... il y a 14 carrés dans ce quartier, ce qui ne suffit pas, car pour pouvoir réaliser le quartier de 13, il faudra faire exactement 13. Donc mon tour s'arrête, et on passe au tour du joueur suivant. Le suivant, le joueur noir pourrait décider, comme vous n'avez pas réussi, moi je viens, et puis comme il me reste une action à faire, par exemple, je pourrais décider de placer un canal à cet endroit-là, d'une case seulement, et on arrive pile à 13, et donc comme je suis dans l'endroit où je crée un quartier de 13 cases correspondant à un des jetons qui se trouve là, immédiatement il y a fondation de quartier.
Le joueur récupère alors immédiatement le jeton du quartier correspondant et il va devoir le placer n'importe où sur une case libre, c'est-à-dire où il n'y a pas de personnage de ce quartier. Donc par exemple, et par contre ça va bloquer ensuite la case et plus rien ne pourra être construit à cet endroit-là. Donc par exemple, je pourrais décider de le mettre ici, nous verrons qu'il y a des endroits stratégiques pour les mettre. Le jeton indique en dessous en bleu le nombre de points de prestige que le joueur qui vient de fonder le quartier gagne. Donc là, le joueur noir gagne 7 points, et par contre, s'il y a d'autres personnages avec lui dans le même quartier au moment où il est fondé, chacun d'entre eux va marquer les points indiqués en blanc sur la tuile, donc 4 points pour les deux. On décompte immédiatement ces points sur le pourtour du plateau de jeu avec nos petits cubes. Alors attention, à partir du moment où un quartier est fondé comme ceci, eh bien il devient indivisible. Il sera donc maintenant interdit de poser un canal sur ces 13 cases que constitue ce quartier. Ceci étant fait, on passe à notre quatrième joueur qui pourrait dire « Bon ben moi j'ai envie de vous laisser vous battre tranquille, je vais juste faire 1, 2, 3 et puis placer par exemple, hop, un canal à cet endroit-là. Ça fait donc 4 points d'action de dépenser, mais je ne suis pas obligé d'utiliser mes 6 points d'action, car je peux aussi en économiser en prévision des tours suivants, et c'est à ça que vont servir les petits jetons d'action qu'on a placés à côté du plateau de jeu. Comme j'ai économisé là 2 actions, eh bien je peux récupérer 2 de ces jetons que je vais pouvoir placer devant moi et que je pourrai utiliser plus tard dans la partie pour compléter les 6 actions que j'ai normalement lors d'un tour. Attention cependant, nous sommes limités à 2 jetons maximum par tour, donc je ne peux économiser que 2 par tour au maximum, donc soit 1, soit 2, mais je ne peux pas économiser plus que ça en points d'action. On repasse alors au joueur gris. Alors, en plus des points d'action créés pour la fabrication des quartiers, nous pourrons aussi en fin de manche gagner des points grâce aux majorités de temples construits dans les différents quartiers terminés. Pour construire ces temples, c'est assez simple, ils sont de niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4, et bien ça indique aussi leur coût de construction en nombre de points de victoire, en nombre de points d'action, pardon, donc 4 points d'action, 3 points d'action, 2 points d'action ou 1 point d'action. Et je peux construire un temple n'importe où sur une case vide d'un quartier où se trouve mon personnage. Alors je vous rappelle que pour les canaux, vous pouvez les placer n'importe où sur le jeu, ça n'a aucune importance l'endroit où se trouve votre pili Mexica, mais par contre, pour construire un temple, vous êtes obligé d'être dans le quartier correspondant. Notre joueur gris pourrait donc par exemple décider de dire « je vais construire un temple à 4 sur cette case-là, même si je ne suis pas à côté, et puis il me reste 2 points d'action, eh bien soit je me déplace, mais seulement de 2 cases, le problème c'est que là je ne peux pas sortir pour le moment, ou bien je peux construire un autre temple, ou bien je peux éventuellement économiser mes 2 actions pour plus tard. Mais là, hop, allez, j'ai envie vraiment de dire que ce quartier sera à moi, eh bien je peux construire un nouveau temple à 2 par exemple ici. Alors, ces points de majorité ne seront attribués qu'au moment du décompte, c'est-à-dire à la fin de la première période et aussi à la fin de la deuxième période. Et on va compter à ce moment-là, on comptera la valeur spirituelle des temples, c'est très simple, on fait juste le total. Donc par exemple, 4 plus 2 pour l'instant, ça me fait 6 points de valeur spirituelle. À la fin de la manche, si c'est moi qui ai le plus de points, eh bien je gagnerai la valeur indiquée en jaune, c'est-à-dire 13 points de prestige. Le deuxième joueur, s'il y a un autre joueur qui a des temples mais sur une valeur un peu moins élevée, eh bien il gagnera 7 points, et s'il y a un troisième joueur qui a aussi des temples, il marquera 4 points. On passe donc au joueur marron, celui-ci pourrait aussi décider de construire des temples pour tenter de gagner la majorité, ou bien d'être deuxième et de marquer 7 points. Là par exemple, il pourrait se dire, bon ben moi j'ai pas envie de rester dans ce quartier, je préfère en partir. Mais le problème c'est comme il y a de l'eau qui nous cercle, pour l'instant, je ne peux pas sortir. Nous verrons qu'on peut aussi construire des ponts, mais malheureusement, on n'a pas le droit de faire des doubles ponts pour pouvoir traverser plusieurs cases. Un pili ne peut non plus pas passer sur les cases où on a placé des jetons comme ceci, et il ne peut pas non plus passer sur les temples. Donc vous voyez que le placement des temples est important car il peut bloquer les autres joueurs.
Donc là, mon pauvre joueur est un petit peu bloqué. Il pourrait par exemple décider, bon ben, je vais dépenser 1 pour construire un petit temple comme ceci, histoire quand même de prendre une place, et je vais peut-être gagner 7 points si je reste deuxième, ou 4 points, si jamais le noir ne me laisse pas la deuxième place. Et ensuite, j'utilise 5 pour me déplacer, par exemple, à cet endroit-là. J'ai réalisé mes 6 actions, on passe donc au joueur noir. Alors, les joueurs peuvent aussi construire des ponts, mais par-dessus une seule case de canal. Et on peut les construire n'importe où, quel que soit l'endroit où se trouve notre pili. Mais évidemment, c'est plus intéressant quand même de le mettre à côté si on a besoin du pont. Donc là, par exemple, notre joueur noir pourrait parfaitement construire son pont à cet endroit-là. À ce moment-là, il aurait le droit ensuite de marcher dessus. Alors, placer un pont, ça coûte juste 1, donc c'est pas cher. 1. 2, je peux aller dessus, puis 3, je peux traverser par exemple, ou bien même rester dessus. Donc là, notre joueur pourrait juste décider en première action de construire son pont, en deuxième action de construire par exemple un temple de niveau 2, histoire de prendre la deuxième place, car il n'a pas envie trop de se battre non plus. Et puis ensuite, hop, il se déplace ici, donc là pour l'instant ça fait 1, 2, 3, 4, et puis il pourrait décider d'utiliser 2 points de mouvement pour plus tard, et les garder devant lui. Évidemment, pendant ce temps, un joueur qui est tout seul et qui a été laissé bien tranquille peut faire 1, 2, 3, et puis 4, par exemple, pour se bâtir tout seul son petit quartier de 10. À ce moment-là, il prend le jeton, il place le jeton où il veut à l'intérieur du quartier, par exemple ici, mais il ne peut pas le mettre sous lui, et il marque immédiatement ses 5 points de victoire tout seul. Imaginons que ce soit à nouveau au joueur gris, mais malheureusement il ne peut pas se déplacer en traversant les temples, donc là il est bloqué sur sa petite île. Donc lorsqu'on est bloqué, eh bien malheureusement on est obligé d'utiliser 5 points pour déplacer son pili, à moins qu'il décide de placer des canaux n'importe où sur le jeu, mais sans y avoir son pili, c'est risqué, car si jamais vous construisez un quartier sans qu'il y ait votre personnage, eh bien n'importe quel autre pourra aller dans ce quartier lors de son tour pour pouvoir récupérer le quartier pour son compte. Effectivement, la construction du quartier est une action gratuite. Il suffit d'avoir son pili au bon endroit. Alors évidemment, on peut en profiter pour embêter les autres joueurs. Donc là, par exemple, je pourrais dépenser 5 pour me placer ici, en bas du pont. Comme ça, notre joueur noir n'aura pas le droit de descendre, car effectivement, on n'a pas le droit d'aller sur une case où il y a un pili adverse. Donc j'ai dépensé mes 5 points, et puis par exemple, il pourrait décider d'économiser 1 point en récupérant un jeton à placer devant lui. Alors évidemment, lorsque c'est un joueur de jouer, eh bien, il passe son temps en général à compter les cases pour savoir comment réussir à faire les quartiers. Là, il reste un quartier à 9 à construire, donc par exemple, en réfléchissant un petit peu, on doit pouvoir trouver comment en faire un. Par exemple, en plaçant une tuile toute seule à cet endroit-là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc il pourrait décider de placer une tuile là, donc c'est la deuxième tuile qu'il place, donc 2, 3 et 4, et c'est bon normalement si je ne me suis pas trompé. Il place alors la tuile, et comme il n'a pas envie que le joueur gris construise un pont pour venir l'embêter, il pourrait par exemple décider de placer le jeton à cet endroit-là, car les pilis ne peuvent pas non plus passer sur ces jetons. Il marque alors immédiatement ses 5 points de victoire pour la fondation du quartier, puis avec le dernier point qui lui reste, par exemple, il pourrait se dire, bon ben hop, tiens, j'en profite, je vais me construire une petite pyramide, ouais mais là ça risque de me gêner moi-même, donc je vais plutôt la mettre ici, ou la mettre là. Au tour du joueur suivant. C'est donc au tour du joueur noir. Alors voyons le dernier déplacement que nous n'avons pas vu, celui en pirogue. Effectivement, les joueurs peuvent utiliser des pirogues pour se déplacer sur les canaux et pour se déplacer aussi dans la mer qui se trouve autour de l'île principale. Ces déplacements en pirogue se font forcément de pont jusqu'à un autre pont qui est accessible par les canaux. Donc là, par exemple, notre joueur noir, eh bien, il a ce canal qui est rejoint, donc il pourrait construire un pont où il veut sur ce canal, mais par contre pas ici, car en diagonale ça ne marche pas, pour ensuite pouvoir déplacer son personnage d'un pont à un autre pont, et ça ne coûte qu'un point de déplacement de rejoindre un autre pont. Et comme la construction de pont est faisable à n'importe quel endroit du jeu, eh bien, il pourrait décider par exemple pour un point d'action, car ça ne coûte qu'un de construire un pont, d'en faire construire un à l'autre bout du plateau ici, et puis ensuite d'utiliser un déplacement maritime pour hop ici sortir dans la mer, traverser le tour de la mer,
et revenir jusqu'à ce pont ici qui est effectivement accessible. Donc ça lui a coûté que 1 point d'action ce déplacement, plus la construction du pont, il en est à 2, et puis par exemple avec 3, il pourrait décider de descendre ici pour aller construire un temple chez son adversaire, car effectivement par contre il est interdit de construire un temple en restant sur un pont. Pour construire un temple, il faut être dans le territoire concerné. Et donc là, il pourrait décider de construire son temple à 2, par exemple, pour le mettre ici. Comme ça, il lui reste 1 point et il pourrait l'utiliser pour revenir sur le pont. Il peut même utiliser les jetons qu'il avait mis de côté précédemment. Donc, imaginons qu'il décide de les utiliser. Paf, il les remet dans la réserve pour construire un autre temple à 2, et puis revenir avec le dernier point qu'il lui reste sur le pont, histoire de ne pas se faire bloquer par le joueur blanc. Et la partie se poursuit ainsi, par exemple, le joueur blanc qui dit « Bah tiens, bam, je te construis un temple juste devant ton pont, comme ça tu pourras pas redescendre m'embêter, et puis du coup je vais construire un petit temple supplémentaire de niveau 1 que je vais placer par exemple ici, de façon à embêter les autres si jamais ils veulent débarquer sur mon territoire avec un pont. » Et avec mon dernier point, paf, je vais me construire un pont là, et puis j'utilise un jeton que j'avais mis de côté pour venir ici, et puis éviter de me faire bloquer. Alors effectivement, il sera interdit plus tard de placer aussi des canaux devant les ponts. Si un pont débouche comme ceci sur une case de terre, il est interdit de remplir cette case de terre avec un canal. Alors attention, pour les déplacements de pont à pont, les joueurs vont devoir s'arrêter à chaque pont et ça va donc coûter 1 point. Donc si par exemple ici c'est relié, le joueur blanc pourrait décider de passer par là, mais s'il passe sous ce pont, il est obligé de considérer qu'il compte 1 point sur ce pont. Alors on peut passer comme ceci sous un pont où il y a quelqu'un par contre. Du moment qu'on ne s'arrête pas à cet endroit-là et qu'on continue, bien là notre joueur blanc pourrait dire ben, je fais 1 et puis 2, j'apparais sur ce pont-là, ça m'a coûté 2 points d'action. Attention, on ne peut pas non plus construire un pont qui donne sur l'eau. Donc là, par exemple, je ne peux pas construire un pont comme ça, même si je me dis, ça ferait une liaison à côté. Non, c'est interdit de faire des liaisons en diagonale. Donc là, mon joueur marron est obligé de faire autre chose. Et cette manche se poursuit jusqu'à ce qu'on place le dernier jeton qui se trouve ici, ou lorsqu'un joueur utilise ses dernières pyramides. Donc là, par exemple, c'est au tour du joueur blanc. Celui-ci a été bloqué car le joueur noir s'est mis sur le pont juste à côté de lui. Il n'a donc pas le droit de monter dessus. Et bien malheureusement, là, il va être obligé. Donc par exemple, il pourrait dire 1, 2, 3, 4. J'utilise ça. J'ai placé tous mes temples. Je ne peux plus bouger parce que je suis coincé. Du coup, je récupère 2 jetons pour pouvoir économiser sur le prochain tour. Et la manche va se terminer, mais d'abord on finit le tour en cours. Là, c'est le joueur blanc qui était le dernier joueur, donc on s'arrête. Parce que c'est le joueur gris qui avait commencé et que tous les autres joueurs ont continué. Donc on se rappelle du joueur le plus âgé qui a commencé, et puis tous les autres ont le droit quand même de finir leur tour avant qu'on passe au décompte. On va alors compter les majorités sur chacun des quartiers du jeu. Donc on regarde qui a le plus de points sur ces temples et il va marquer le chiffre en jaune. Le deuxième marque le chiffre en bleu, le troisième, s'il y en a un, le chiffre en blanc et s'il y a un quatrième, il ne marquera aucun point. Que se passe-t-il en cas d'égalité? Donc là, par exemple, le joueur gris, il a 6 points, le joueur blanc a aussi 6 points avec le total de ses temples. Donc comme tous les deux sont à la première place, eh bien tous les deux vont marquer les 13 points de prestige. En revanche, il n'y aura pas la deuxième place de comptabiliser, donc personne ne va gagner les 7 points. Mais le joueur noir qui se trouve après ces deux premiers joueurs va quand même marquer les points de la troisième place, c'est-à-dire 4 points. Si jamais il y avait une égalité pour la deuxième place, le premier joueur aurait marqué 13 points, les deux autres derrière 7 points, et il n'y aurait pas eu de troisième place. On comptabilise évidemment sur le pourtour du plateau de jeu ces points de prestige, et puis à chaque fois on retourne le jeton pour se rappeler que ce décompte de quartier a déjà été fait avant de passer au suivant. Ici c'est le gris qui marque 9 points, le blanc 5 points, le marron 3 points. Enfin, on regarde si les joueurs ont réussi à faire revenir leur personnage sur le temple. Effectivement, si jamais un joueur a un personnage sur une des 4 cases de départ du temple, à ce moment-là, il marque 5 points de prestige supplémentaires. Alors, ça, c'est si un joueur termine
alors qu'il vous reste encore un tour à jouer, puisqu'on finit le tour, eh bien vous pouvez tenter de faire ceci, histoire de marquer 5 points supplémentaires. Mais peut-être que vous avez mieux à faire pour marquer plus de 5 points. Enfin, on est prêt pour entamer la deuxième période. On remet face visible tous les jetons qui serviront à la fin du jeu pour recompter encore des points de victoire pour chacun des quartiers fondés. On va tirer les derniers jetons Capili, donc les 7 restants, pour les replacer sur les emplacements afin de pouvoir construire de nouveaux quartiers. Et enfin, les joueurs vont recevoir tous les temples restants pour les ajouter à leur réserve. Effectivement, même si vous n'en avez pas tout construit à la première manche, eh bien vous allez récupérer la totalité des autres. Et la partie reprend alors toujours par le premier joueur, ainsi de suite, jusqu'à la fin du jeu, c'est-à-dire avec les mêmes conditions lorsqu'un joueur aura réussi à placer tous ses temples en jeu, ou bien lorsqu'on aura placé le dernier jeton Capili. Alors, vous aurez bien compris que lorsqu'il ne reste plus qu'une seule case libre sur un territoire, il sera impossible de construire des pyramides supplémentaires. Donc là, le joueur noir, en se plaçant ici et en construisant un temple sur cette case-là, eh bien, il peut maintenant laisser tranquillement ce territoire. Plus personne ne pourra y construire de pyramide sur la dernière case, car effectivement, il faut que son personnage s'y trouve pour avoir le droit de construire. Alors, petite précision sur les ponts. Effectivement, les ponts sont en nombre limité. Si jamais ils sont tous utilisés, eh bien vous aurez le droit à ce moment-là de détruire les ponts pour les rebâtir ailleurs. Vous pourrez prendre à ce moment-là n'importe quel pont, à condition qu'il n'y ait personne dessus, pour le rebâtir comme si vous faisiez une construction normale. Et ça ne coûte toujours que 1 point d'action. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure, le palais de départ, on ne peut rien construire dessus. Mais par contre, et on ne peut pas non plus l'utiliser pour se baser à faire un territoire. Donc par exemple, ceci n'est pas un territoire à 3, car le temple fait partie de ces cases-là. Pour pouvoir bâtir un territoire dans lequel sera inclus le temple, eh bien, il faut en faire le tour avec de l'eau. Donc par exemple, si on arrive à placer ici deux canaux, donc par exemple comme ça et comme ça, eh bien ça fera bien un territoire par exemple à 12 cases, et s'il y a le jeton 12 disponible, eh bien à ce moment-là, pof, on peut le placer n'importe où. Effectivement, les cases du temple vont compter dans le nombre de cases totales nécessaires pour faire ce territoire. Alors, plus la fin de partie approche et moins il y aura de cases disponibles. Il peut donc arriver parfois que vous ayez des quartiers qui deviennent impossibles à construire car il ne reste plus assez de cases disponibles. Dans ces cas-là, ces jetons, seront défaussés dans la boîte immédiatement quand on se rend compte qu'on ne pourra pas les faire. Et donc, ça va accélérer la fin de partie car je vous rappelle qu'elle prendra fin lorsqu'il n'y aura plus de jetons ou lorsqu'un joueur aura utilisé tous ses temples. Alors attention, quand la fin de partie approche, rappelez-vous qu'en fin de partie et aussi à la fin de la première manche, on peut gagner 5 points supplémentaires si son Pili Mexica se trouve sur le temple, justement, sur une des cases de départ. Donc on peut tenter de le rejoindre quand on voit qu'il ne reste plus beaucoup de tours. Là, imaginons que le joueur blanc ait joué son avant-dernier temple, il ne lui en reste plus que 1 à placer et ça indiquera la fin de partie. Donc là, les joueurs peuvent éventuellement se dépêcher de rejoindre le temple. Mais en plus de ça, on peut aussi tout à fait construire des temples sur des endroits qui ne sont pas encore formalisés comme étant des quartiers. Ça, c'est valable aussi pendant toute la durée de partie. C'est-à-dire que même depuis le début de partie, eh bien, hop, quand je suis sur un endroit qui n'est pas encore un quartier, je peux décider d'y construire un temple à condition que mon personnage soit sur une de ces cases. Donc là, par exemple, ça fait un gros territoire qui n'est pas encore divisé. Je peux tout à fait construire un temple si mon pili se trouve à cet endroit-là. Alors c'est un peu risqué parce que ça ne rapportera des points que si le temple est terminé à la fin de la première... Enfin, que si le territoire est terminé à la fin de la première période. Mais attention, à la fin du jeu, on va comptabiliser des points de victoire aussi pour les derniers territoires comme ceux-ci qui n'auront pas reçu de jetons, et ceci à raison d'1 point de victoire par case les constituant, pour celui qui sera majoritaire. Donc c'est intéressant en fin de partie, s'il reste un gros territoire, d'essayer quand même d'y construire des temples afin de marquer des points de victoire en plus.
Et donc, lorsqu'un joueur fonde le dernier quartier ou se débarrasse de son dernier temple, eh bien ça précipite la fin de partie, on finit le tour en cours si c'est nécessaire, et ensuite on passe au décompte. De la même façon que sur le premier décompte, on recompte tous les quartiers un par un, avec toujours le chiffre jaune pour le plus grand, et puis le deuxième en bleu et le troisième en blanc. Enfin, tous les quartiers qui ne sont pas fondés avec une pierre, donc là justement par exemple il nous reste ce gros territoire à la fin, on compte toutes les cases faisant partie de ce territoire, donc là c'est 21, et bien le joueur qui est majoritaire, ici notre joueur gris, il va marquer tout simplement 21 points de victoire supplémentaires. Le deuxième joueur va gagner ses 21 divisé par 2 et arrondi au supérieur, donc là ça nous fait 10,5, donc 11 points pour le deuxième. Et le troisième gagne la moitié du deuxième, donc 11 divisé par 2, ça nous fait donc 5,5, donc il va gagner 6 points de victoire le troisième. Enfin, on regardera s'il y a des joueurs qui ont réussi à revenir sur le gros temple de départ, et chacun d'entre eux marque 5 points additionnels. Et évidemment, c'est le joueur qui à ce moment-là sera le plus avancé sur le pourtour des points de prestige qui l'emportera. Alors attention, si vous jouez seulement à 2 joueurs, vous pouvez décider d'utiliser une petite variante, car effectivement, comme c'est un jeu de majorité, eh bien à 2 joueurs, c'est tout de suite moins intéressant qu'à 3 ou à 4 joueurs. À ce moment-là, vous allez choisir une couleur neutre, qui ne sera pas parmi vos pions, et vous allez prendre 4 temples de niveau 1, 3 de niveau 2, 2 de niveau 3 et 1 de niveau 4. Avant de débuter la partie, vous allez prendre tous ces temples et les répartir un peu n'importe comment sur le plateau, de façon à les espacer quand même les uns des autres assez, de minimum 4 cases. Donc là, par exemple, hop, voilà, alors 1, 2, 3, 4, là c'est bon. Celui-là, je peux le mettre là, celui-là, je peux le mettre là, celui-là, je peux le mettre ici. Voilà. Alors par contre, vous n'avez pas le droit de poser ces temples juste à côté de l'eau. Il faudra toujours qu'ils soient séparés de l'eau par au moins une case. Voilà, et là, voilà, 4 cases, est-ce que ça va suffire avec celui-ci? C'est pas sûr. Voilà, par exemple, comme ceci, et puis ensuite, vous allez pouvoir jouer tout à fait normalement, sauf qu'il faudra prendre en compte ces temples lorsqu'il y aura des décomptes, car effectivement, vous allez forcément construire les territoires autour de ces temples, ils seront donc à l'intérieur des différents territoires que vous allez faire, et il faudra les prendre en compte pour déterminer la première, la deuxième et la troisième place avec ce joueur fictif. Voilà donc pour Mexica, un excellent jeu à la fois de placement et de majorité, avec beaucoup de stratégie, car effectivement les déplacements, les coinçages des adversaires, en même temps comptabiliser les majorités pour essayer de se faire le plus de points possible, l'histoire des ponts qui peuvent éventuellement se déplacer une fois qu'ils seront tous posés, les constructions de pyramides pour bloquer les autres joueurs, enfin voilà, il y a plein de petites subtilités, le tout avec des règles très fluides finalement, une fois qu'on a compris, puis en plus l'aide de jeu est assez bien faite, hein, elle récapitule toutes les actions que vous pouvez faire avec le nombre de points que ça vous coûte éventuellement, la possibilité d'engranger des points d'action que vous pourrez utiliser sur les tours suivants, et puis voilà, donc vraiment, et puis en plus alors un matériel magnifique dans cette version, voilà, à la fin ça vous donne vraiment une ville mexicaine, c'est très beau, c'est bien tactique, et c'est donc un des meilleurs jeux de majorité que je connaisse. Voilà donc pour Mexica, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.